Madame, Monsieur, bonsoir. Économie dans cet épisode de Questions d'actu. Et selon Banque El Maghreb, les chiffres rassurent. Croissance à 5%, inflation contenue, taux directeur maintenu à 2,25% et les marchés semblent confiants. Le Maroc est stable, mais la vraie question est ailleurs. À quoi sert cette stabilité si la transmission monétaire reste incomplète et si les TPE peinent encore à accéder au financement et au marché? À qui profite réellement l'argent moins cher? Dans le même temps, la finance marocaine change d'échelle. ETF, épargne mobilisée, IPO sursouscrite. Est-ce un signal de maturité ou un marché encore trop étroit? Le Maroc veut devenir une plateforme financière régionale. Très bien. Mais hub de flux ou hub de décision? La question n'est donc plus économique, elle est stratégique. La finance marocaine sera-t-elle un outil de souveraineté et de croissance réelle ou simplement un miroir de bons indicateurs? Le Maroc dispose aujourd'hui d'une fenêtre rare. Stabilité macroéconomique, confiance des marchés, réforme financière, ambition continentale. Mais cette fenêtre ne restera pas ouverte éternellement. Il faut trouver les bons moyens de l'optimiser. Et pour parler de tous ces sujets d'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord sur le plateau de questions d'actu le professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Ferrano. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter, toujours un plaisir de vous accueillir. Se joint à nous depuis Casablanca, mon confrère, directeur de rédaction de boursenews.ma, Adil Halimi. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Merci Khadija pour l'invitation. Parlons macroéconomie d'abord, 2,25% donc, taux directeur qui reste inchangé. Zakaria Ferrano, Banque El Maghreb joue clairement la prudence. Est-ce que c'est un signe de stabilité ou de frilosité face au coût du crédit? Bon, très bien. Premièrement, c'est un statu quo qui était prévu. Je pense que les économistes et aussi ceux qui suivent un peu l'actualité du Conseil de Banque El Maghreb et de la politique monétaire savent qu'il y avait vraiment un chevauchement entre deux décisions, soit réduire le taux directeur et assurer plus de croissance, soit également partir dans une direction de stabilité, c'est ce qui a été choisi. Maintenant, moi je pense que l'ancrage qu'a la politique monétaire sur la politique monétaire de la BCE et également de la Bank of England, la Banque centrale anglaise, ils ont pu avoir la suprématie en matière de décision de politique monétaire de la Banque centrale du Maroc, Banque El Maghreb, sur un peu ce qui se passe au niveau de la Fédérale Réserve, parce que nous savons que la Fédérale Réserve a réduit son taux directeur de 25 points de base. Bon, ce n'est pas énorme, c'est pas ce que demande la direction Trump, mais je pense que vu la conjoncture économique et un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, un ancrage de la politique monétaire et aussi la structure des prix au Maroc, on était plus avec la direction de la BCE qui a maintenu son taux directeur et également de la Bank of England. Maintenant, l'arbitrage qui a été fait par le Conseil, je pense, de Banque El Maghreb, c'est un arbitrage très simple entre l'incertitude, mais également l'efficacité de réduire encore davantage le taux directeur. Parce que vous avez parlé tout à l'heure, et je pense que c'est une très bonne idée qu'il faut toujours creuser au Maroc, c'est un peu les canaux de transmission de cette politique monétaire. Donc Banque El Maghreb sait que pousser le taux directeur à un niveau très très bas, ça pourra ne pas donner l'effet précompté ou escompté de cette réduction en matière de transmission de la politique monétaire. Surtout que nous savons, nous qui suivons un peu l'actualité économique, que les canaux, les trois canaux de politique monétaire, il n'y en a qu'un seul qui fonctionne de façon, je dirais, presque efficace, et je prends ça en le soulignant. Et donc, automatiquement, je pense que Banque El Maghreb a fait un arbitrage entre deux éléments fondamentaux, il faut les citer. C'est premièrement, il n'y a pas énormément de risques inflationnistes. Ça, c'est un élément très important. Et deuxièmement, il y a un élément fondamental, c'est qu'on ne peut pas réduire le taux directeur au-delà de 2,25 parce que ça va toucher a priori la dette publique. Parce que le marché qui est vraiment... Et on va revenir sur la financiarisation de l'économie. Le marché qui est le plus dynamique en matière d'épargne publique, c'est le marché des bons du Trésor et des obligations d'État. Et donc, automatiquement, si vous poussez au-delà le taux directeur, ça va piétiner un peu sur les rendements qui sont attribués par les bons du Trésor, qui sont vraiment les actifs qui sont les plus dominants sur le marché monétaire ou sur le marché des capitaux, ou le marché monétaire dans son ensemble. Et donc, automatiquement, je pense que... l'idée ou la décision n'est pas partie vers la croissance. Je pense qu'il y a aussi un débat qu'il faut faire. Est-ce que si on réduit encore davantage le taux directeur, ça permettra de reflouer le taux de croissance
non agricoles. Donc c'est un débat énorme qu'il faut mener sur cette question et je pense que la structure des canaux de transmission porte une réponse fondamentale. Aujourd'hui, le lien qui est établi entre la croissance en termes d'output gap, ça veut dire l'écart de croissance, et le changement du taux directeur n'est pas totalement établi. Et ça, c'est preuve à l'appui par rapport aux études qui sont élaborées de la relation entre le taux directeur et aussi l'output gap, ça veut dire un peu l'écart de croissance sur lequel on peut tabler. Aujourd'hui, s'il y a de la croissance qui peut dépasser les 5, les 6%, ça ne pourra venir avec la structure actuelle que du secteur agricole. Et je pense que cette année, il y a des prémices qui permettent de dire que nous aurons cette croissance au-delà de 5%, mais ça ne viendra pas beaucoup de la productivité, ça viendra plus des élans qu'on remarque aujourd'hui dans le secteur agricole. Je pense que ce débat a été à l'intérieur du Conseil. Certainement, surtout que quand on parle d'une croissance à 5%, c'est un moteur solide ou encore une dépendance agricole. Vous avez parlé des structures ou de la structure des canaux de transmission. Il y a cette marge, il y a cet écart, parce que quand on voit que la baisse des taux débiteurs n'a transmis que 58 points de base, alors que le taux directeur a lui baissé de 75 points de base, la question, c'est qui capte l'écart, Adil Hlimi? Je vous vois acquiescer quand je rappelais ces chiffres importants. Est-ce que c'est les marges bancaires? Est-ce que c'est le risque? Est-ce que c'est le coût de refinancement? Qui capte cet écart? Alors, je voudrais rapidement commenter la décision du Wali Banque Maghreb. Il y a deux choses. En fait, premièrement, les marchés financiers s'attendaient largement à ce statu quo. Parce que la grille de lecture de Banque Maghreb montrait qu'il y avait deux éléments, deux indicateurs qui faisaient que Banque Maghreb allait dans ce sens. Et c'est ce qui a été confirmé par le Wali. Premièrement, c'est cette histoire de la transmission. Vous en parlez, on en parlera tout à l'heure. Effectivement, les baisses successives du taux directeur n'ont pas été répercutées par les banques entièrement à la clientèle. On verra pourquoi et on verra à qui ça profite. Deuxième raison, c'est tout simplement le manque de visibilité sur le plan géopolitique. Si vous regardez le rapport de politique de Banque Maghreb publié hier, c'est un rapport qui fait à peu près une centaine de pages, eh bien vous allez voir que l'indice d'incertitude géopolitique, aujourd'hui, après les droits de douane imposés en avril 2025, eh bien cet indice a explosé. C'est-à-dire que les banques centrales aujourd'hui à travers le monde manquent énormément de visibilité par rapport à ce qui se passe. Et Banque Maghreb étant dans une logique crédible et sérieuse, le Conseil ne va pas s'amuser à abaisser le taux directeur maintenant, bien que l'inflation et la croissance laissent de la marge pour le faire, et se retrouver peut-être en mars ou en juin à refaire une hausse du taux directeur, ça ne serait pas crédible. Donc Banque Maghreb va temporiser, pour laisser la transmission se faire, et deuxièmement, pour laisser une détente sur les risques géopolitiques et avoir un peu plus de visibilité sur ces fameux risques géopolitiques. Pour moi, c'est les deux principales raisons qui ont poussé le Conseil, à juste titre, à choisir le statu quo, et c'est pour ça que les marchés s'attendaient largement à ce statu quo-là. En revanche, on a eu deux petites bonnes surprises de la part de ce Conseil. C'est une nouvelle fois un relèvement des prévisions de croissance. Donc là, on sera à peu près à 5. Cette année, c'est magnifique. Et puis, deuxièmement, on revoit à la baisse, encore une fois, les prévisions d'inflation. On va finir cette année à 0,8 à peu près. On sera à 1 l'année prochaine. Donc, on est vraiment dans un climat favorable pour que la Banque centrale continue à alimenter les marchés en liquidité, notamment à travers la baisse du taux directeur. Mais Adil Hlimi, si l'inflation est en dessous de 1%, donc à 0,8% comme vous venez de le rappeler, pourquoi ne pas accélérer l'assouplissement pour soutenir l'investissement privé? Justement, pour laisser cette transmission se faire, ça ne sert à rien à Banque Maghreb d'accélérer sur la baisse du taux directeur quand elle se retourne et voit que les banques ne suivent pas derrière. Et là, ça me ramène à votre première question. À qui ça profite? Eh bien, quand on regarde le détail des taux débiteurs, les crédits à la consommation, ça peut suivre, les crédits à la PME plus ou moins. Là, on a un vrai problème, c'est sur les crédits à l'investissement. C'est-à-dire que les banques aujourd'hui ne font pas suffisamment d'efforts pour abaisser les taux d'intérêt sur les crédits à l'investissement et répercuter complètement la baisse du taux directeur sur les crédits à l'investissement et les crédits au TPE. Donc, c'est les deux vraiment compartiments du marché qui ne profitent pas de cela. Où est-ce que ça va? Vous avez effleuré la réponse. Eh bien, les banques lorsqu'elles attendent
la répercussion ne la font pas immédiatement, eh bien quelque part elles gagnent un peu sur leur marge. Alors elles prennent pas tout en marge, ça serait malhonnête de le dire, mais en tout cas une partie de ce qui n'est pas répercuté va en marge chez les banques. Et Banque Maghreb fait pression, et le Wali le dit à chaque fois en réunion de conseil, qu'il fait pression pour que les banques commencent à répercuter plus fortement cette baisse. Et si vous me le permettez, je vais finir par ça ma réponse. Aujourd'hui, les grandes entreprises qui font appel à l'épargne publique, qui peuvent lever des fonds sur le marché des capitaux, eh bien, elles se sont tournées cette année 2025 sur le marché des capitaux, sur le marché obligataire principalement, pour lever de la dette beaucoup moins chère que ce qu'ils ont en dette bancaire. Un petit chiffre, on s'approche des 100 milliards de dirhams levés sur le marché obligataire cette année en dette privée, c'est-à-dire de la part des entreprises. Et ces 100 milliards pris sur le marché obligataire, c'est 100 milliards de moins en part de marché pour les banques, parce que ces entreprises font des arbitrages. Vous êtes un grand distributeur, un grand pétrolier, vous avez un marché des capitaux qui vous propose du 3% à 10 ans, et vous avez la banque qui vous propose du 3,5%, vous allez partir sur le marché des capitaux, le lever à 3%. Et donc, ce manque de transmission fait que les entreprises aujourd'hui fuient un peu le circuit bancaire classique pour leurs investissements et vont vers le marché des capitaux, qui est beaucoup plus fourni, avec de la profondeur aujourd'hui, et qui offre des conditions meilleures. Après, ça dépend aussi de la taille. Vous avez très bien expliqué, Hadi Habib, ça dépend de la taille de l'entreprise. Je voudrais juste revenir peut-être avec vous, Zakaria Firanou, sur cette charte de l'investissement spécial TPE, donc, qui a été annoncée en grande pompe. Qu'est-ce qui change concrètement pour la TPE en 2026 ? Bien qu'il y ait cet accompagnement, ce soutien de l'État, mais si les banques ne suivent pas ? Très bien, comment éviter cet effet d'annonce ou de vitrine TPE pour que, enfin, l'essentiel, le squelette de notre tissu entrepreneurial, qui sont les TPE, puisse enfin en profiter ? Très bien, mais d'abord, il faut premièrement mettre un peu de la pédagogie dans ce qu'on dit. Donc la Banque centrale du Maroc, lorsqu'elle prend la décision de changer son taux directeur ou d'utiliser des instruments qui peuvent parfois être non conventionnels, comme le taux directeur, il faut comprendre que la Banque centrale a fait un choix. Ça veut dire, dans le statut de Banque Maghreb, on parle d'un objectif de politique monétaire qui est axé sur la stabilité des prix. Et donc, dans la stabilité des prix, il est clair aujourd'hui que la cible intermédiaire de la Banque centrale n'est pas ni le crédit, ni la croissance, ni ces éléments dont on parle. Et ce n'est pas le système bancaire. Moi, je n'accepte pas qu'on dise que la Banque centrale doit obliger les banques. Nous avons fait un choix d'économie de marché. Non, elle ne peut pas obliger les banques. Ce n'est pas ce qu'a dit mon confrère. Oui, on ne peut pas obliger les banques, mais M. Le Wali peut faire pression sur les banques. Il ne peut pas faire pression. C'est un marché libéral. Oui. Normalement, il a la direction de supervision bancaire. Laissez-moi parler. Bien sûr, il a la direction de supervision bancaire qui fait de la régulation du système bancaire. Il n'a pas le droit d'intervenir directement, sauf s'il y a un problème qui, par exemple, ils ont enfreint la loi, ils ont des pratiques concurrentielles, non-respect de la réglementation baloise. Les textes sont clairs. Mais aujourd'hui, la Banque centrale, sa cible intermédiaire, c'est le taux du marché interbancaire. Autrement dit, la Banque centrale, lorsqu'elle fait modifier son taux directeur, et la réponse se fait sur le marché interbancaire et sur le marché monétaire, il vous dit « j'ai réussi ma politique monétaire ». Maintenant, ce qui est au-delà du marché monétaire, ça appartient pas uniquement à la Banque centrale, mais dans le canal de transmission dont vous avez parlé, ça appartient à plusieurs politiques. Maintenant, si le système bancaire n'est pas concurrentiel, alors qu'à avoir la Banque centrale uniquement ? Est-ce qu'on peut juger la Banque centrale uniquement par rapport à cette question de concurrentialité au niveau du système bancaire ? Et donc, automatiquement, je pense, pour répondre à votre question de façon très claire, c'est que les banques aujourd'hui, nous avons des banques, il ne faut pas l'oublier, c'est des banques universelles. Ça veut dire quoi, universel ? Ça veut dire qu'ils ont toutes les activités qui peuvent être adossées à un système bancaire. Et ils gèrent les dépôts. Ça veut dire en parallèle au fait qu'ils doivent financer l'économie, ils ont aussi une obligation de protéger l'épargne publique. Nous parlons des dépôts des Marocains. Et donc aujourd'hui, vous avez un arbitrage. Et attention, lorsque vous êtes une banque universelle, la réglementation est plus contraignante. Et je l'ai dit ici, dans votre plateau ici, c'est que si on veut vraiment financer à travers le système bancaire, il faut changer le modèle bancaire. Il faut avoir des modèles ou des business models des banques qui soient des banques d'investissement, qui soient destinés uniquement à prendre le risque
effectivement avec les entreprises et avec la TPE et la petite et moyenne entreprise en même temps, et même le microfinancement. Et deuxièmement, avoir des banques qui soient des banques qui gèrent un peu l'épargne publique. Aujourd'hui, lorsque vous rentrez à l'intérieur de la banque, elle va vous dire j'ai une réglementation très stricte parce que à la fois je dois financer l'économie, mais au même temps je dois protéger les déposants. Nous parlons des dépôts qui représentent plus que 75% du bilan bancaire, un bilan bancaire qui dépasse les 1000 milliards. Et donc automatiquement, vous êtes dans une mission que je dirais pas impossible, mais vous êtes contraint par la loi qui est normalement imposée par la Banque centrale, mais qui est aussi dans la réglementation internationale baloise. Et donc, dans ce sens, je pense que les banques, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas faire d'efforts. Et oui, ils doivent faire un effort en termes de prise de risque. Mais aujourd'hui, le grand problème, et là on ne peut pas cacher un peu la réalité, c'est qu'il y avait un développement depuis 1993, la loi de 1993, si je ne me souviens pas très très bien du titre, c'est que la loi de 1993 a donné l'élan à ce qu'on appelle la gestion d'actifs. Ça veut dire qu'on voulait développer la financiarisation de l'économie. Et on voulait développer le marché des capitaux. Et on voulait avoir des sources de financement qui soient alternatives. Comme par exemple, dont a parlé notre cher collègue, c'est qu'on développe les emprunts obligataires, on développe les émissions pour les petites et moyennes entreprises, on développe le marché des capitaux dans son ensemble. Aujourd'hui, qu'en est-il? Bon, ce qui en est aujourd'hui, nous sommes à peu près à plus de, je dirais, 80 ou 79 entreprises sur le marché. Très bien, nous avons les entreprises mastodontes. Il manque quelques-unes, mais ils vont venir sur le marché des capitaux. Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises n'ont pas un accès énorme à ce marché des capitaux. Et là, c'est là où il faut mettre le curseur. Deuxième élément, je l'ai cité tout à l'heure, nous avons un portefeuille d'OPCVM qui est à peu près à 645 milliards, mais dans sa majorité, à 70%, il est investi où? Dans les bancs du Trésor et dans les OTC, ça veut dire les obligations et titres de créance. Ça veut dire que vous êtes en train implicitement d'avoir un effet d'éviction, vous financez l'État. Et donc, automatiquement aujourd'hui, si on veut vraiment faire une réforme, il faut réfléchir à cette question fondamentale de la financiarisation de l'économie. Aujourd'hui, moi, lorsque Qu'est-ce qui manque encore au Maroc? Qu'est-ce qui manque si vous prenez les actifs? Est-ce que ce sont les liquidités, c'est la profondeur du marché? Ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'il y a une statistique alarmante qui dit simplement que la finance aujourd'hui est gérée par le système bancaire. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous voulez développer la finance directe, ce qu'on appelle la finance directe, ça veut dire qu'il y ait un accès direct au marché des capitaux, les entreprises trouvent des sources de financement, il faut un peu que les banques reculent. Aujourd'hui, ce que nous avons et ce qui a été mis dans la loi de 93, il faut vraiment la peaufiner, l'approfondir, l'analyser. C'est qu'aujourd'hui, vous avez le maître du jeu dans le système des marchés financiers, que ce soit marché de capitaux ou même les marchés monétaires, ce sont les banques. Et aujourd'hui, si vous voulez vraiment développer cette finance directe et que les entreprises trouvent un accès, il faudra obligatoirement qu'on trouve une nouvelle configuration qui permettra cette financiarisation. Si on prend les statistiques de la Banque mondiale, ou aussi, on prend Findex ou ce que vous voulez, n'importe quelle base de données, vous allez trouver que 98% des actifs financiers sont gérés par le système bancaire. Et je parle ici consolidé, ça veut dire si vous prenez toutes les filiales du système bancaire. Est-ce qu'avec ce modèle, nous pouvons créer une concurrence en termes de financiarisation de l'économie? Je ne le pense pas. Les OPCVM, vous en avez parlé, ces OPCVM portent quand même environ 40% de la dette de l'État. Adil Halimi, peut-être une explication de ce phénomène, aussi de ce risque de concentration, ou peut-être aussi de ce stabilisateur pour certains. Il y voit un stabilisateur de l'économie et du financement de l'économie. Un commentaire. Alors, s'il vous plaît, premièrement, je voudrais qu'on corrige quelques points. Le premier, c'est que quand on parle du marché des capitaux, ce n'est pas la bourse. C'est beaucoup plus grand que la bourse. Donc, effectivement, il y a 80 entreprises qui sont cotées en bourse, mais il y a énormément d'acteurs, beaucoup plus que cela, qui font appel au marché des capitaux. Oui. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui lèvent de la dette sur le marché des capitaux, ce dont je parlais tout à l'heure, mais qui ne sont pas cotées en bourse. Donc, on ne doit pas dire que le marché des capitaux est accessible uniquement pour ces 80 sociétés cotées dont il y a une vingtaine qui sont très grandes. Non, au contraire, il y a d'autres entreprises non cotées qui ont accès à ces marchés. Bien entendu, il y a de grandes PME. Bien entendu, la TPE est complètement exclue aujourd'hui du marché des capitaux marocains. C'est un point à améliorer. Mais on ne doit pas confondre marché des capitaux et bourse. La bourse n'étant qu'une composante parmi tant d'autres du marché des capitaux. Et le marché obligataire est beaucoup plus grand que le marché boursier. Deuxièmement, quand on parle de gestion d'actifs au PCVM, on est en train de parler valeur aujourd'hui de 800 milliards d'actifs, c'est à peu près la moitié du PIB marocain. Et je vais vous donner un chiffre pour contredire un peu ce qui a été dit tout à l'heure, mais c'est très intéressant ce débat.
Vous savez combien portent les OPCVM d'obligations émises par des sociétés privées, c'est-à-dire des PME, des grandes entreprises, des petites, etc. Eh bien, les OPCVM portent 100% de cette dette privée. Il n'y a aujourd'hui au Maroc aucun investisseur, qu'il soit institutionnel ou pas, qui prête de l'argent aux entreprises privées sur le marché obligataire. Seuls les OPCVM le font, ils portent tout simplement 100% de la dette privée. Donc, il n'y a pas d'effet d'éviction pour le Trésor contre les entreprises privées. Les OPCVM, ils ont une logique, c'est-à-dire que eux, ils gèrent un risque bien entendu, mais ils investissent là où le couple rendement-risque est intéressant. Lorsqu'ils voient que les rendements donc l'État est un bon investissement. Si 40% de la dette de l'État est prise par les OPCVM. Oui, la dette de l'État est prise par les OPCVM, mais les banques en prêtent beaucoup plus et les banques prêtent à l'État beaucoup plus que les OPCVM. Et lorsque les OPCVM trouvent que les taux d'intérêt offerts par l'État ne sont pas intéressants, eh bien, ils vont se tourner vers d'autres actifs, ils vont aller acheter des actions, etc. Donc, l'État, il est un peu au centre, mais il n'y a pas aujourd'hui d'effet d'éviction, d'autant plus que les taux d'intérêt sont bas. Ce débat sur le taux d'éviction est vrai et réel lorsque les taux d'intérêt sont élevés. On est passé par là, par exemple, en 2013, où les taux d'intérêt avaient connu une très forte hausse au Maroc au lendemain du printemps arabe, parce qu'il fallait financer beaucoup de chantiers. Eh bien, à ce moment-là, on voyait que les OPCVM et les institutionnels sortaient du marché action, sortaient d'autres poches comme l'immobilier pour aller prêter à l'État parce que ça devenait intéressant. Mais aujourd'hui, les rendements offerts par l'État sont tellement bas que les OPCVM vont aller investir beaucoup plus sur le marché action. On voit même des OPCVM obligataires, c'est-à-dire spécialisés dans le marché obligataire, qui aujourd'hui vont acheter de plus en plus d'actions parce que c'est moins intéressant de prêter à l'État. Et ça contribue à la hausse de la bourse qu'on a vue ces 2 ou 3 dernières années. C'est justement parce que les taux d'intérêt sont bas. Donc aujourd'hui, il faut écarter du débat un phénomène d'éviction du Trésor parce que les taux d'intérêt sont bas. Et tant que les taux d'intérêt sont bas, parce que le taux directeur est bas, parce que les finances publiques se portent bien, les raisons sont nombreuses, on pourrait y revenir, mais tant que les taux d'intérêt sont bas, on ne peut pas avoir un effet d'éviction. Le Trésor n'est pas en train de prendre des liquidités qui auraient pu être utilisées par le privé. Aujourd'hui, c'est faux, on ne peut pas le dire, les chiffres le montrent. Alors, c'est intéressant parce que est-ce que le pivot vers la gestion d'actifs peut aussi réduire la dépendance au crédit bancaire sans créer un risque nouveau pour le marché ? Je ne pense pas, aujourd'hui je ne pense pas parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Les banques marocaines, et ça a été dit par notre confrère tout à l'heure, les banques marocaines sont extrêmement bien installées, elles sont universelles, elles ont pour certaines un siècle d'existence. Les clients aujourd'hui, entreprises, ont la facilité d'aller dans une banque, se financer, ça se fait très vite. Donc c'est très difficile de détourner les entreprises du financement bancaire pour aller vers le financement des intermédiaires. Peut-être que les grandes entreprises, ou alors moyennes plus, arrivent à le faire facilement parce qu'elles sont bien conseillées, parce qu'elles ont la force de frappe, parce qu'elles ont la capacité de comparer, parce que les dirigeants sont outillés pour faire ce type de comparaison. Mais pour la majorité des entreprises, le marché des capitaux aujourd'hui n'est absolument pas accessible. Elles ne le regardent même pas. Elles vont directement. Aujourd'hui, une entreprise qui veut changer une machine et qui a une taille petite, voire petite plus ou moyenne, elle va d'abord aller voir sa banque. Quelques rares entreprises vont aller sur le marché des capitaux pour prendre de la dette ou pour émettre des actions. Mais la majorité va aller vers la banque. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on prend les entreprises qui ont accès au marché, eh bien aujourd'hui, elles font des arbitrages et elles estiment que se financer sur le marché obligataire devient beaucoup plus intéressant que de se financer sur le marché bancaire. Mais pour les petites entreprises et les entreprises qui n'ont pas accès au marché obligataire, la banque est là et la banque continue d'accompagner le financement de l'économie, ça c'est clair. C'est pour ça que Banque El Maghreb, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'oblige pas les banques. Effectivement, il ne peut pas les obliger, mais il les incite parce qu'il y a des réunions qui sont tenues, des comités de la Banque centrale avec les différents dirigeants de banque, où le Wali de Banque El Maghreb incite, évoque le sujet et dit qu'il y a une baisse du taux directeur. Il faut que cette baisse se répercute sur les crédits. Bien sûr, les banques évoluent dans un secteur qui est complètement concurrentiel. La concurrence Parlons de concurrentiel, il y a une concurrence qui arrive de l'étranger. Il y a l'arrivée de Standard Chartered. Est-ce que d'abord c'est
C'est un one-shot ou doit-on attendre l'arrivée de nouvelles banques? Il y a aussi l'arrivée de nouvelles banques, on va dire 2.0, pour ne citer que Revolut ou encore Wise. Est-ce que ce n'est pas une opportunité aussi de modernisation de nos banques marocaines ou un déplacement des marges vers ailleurs, vers hors du système en tout cas? À mon avis, ça reste des phénomènes assez marginaux pour le moment. Si on prend les Standard Chartered dont vous parliez tout à l'heure, c'est un bureau de représentation, donc ils sont là plus en tant que banque d'affaires, en tant que banque d'investissement, donc ils vont accompagner des opérations, ils ne vont pas donner du crédit, du financement au Maroc. Ils n'ont pas de licence pour le faire au Maroc aujourd'hui, donc ils ne pourront pas le faire. Et donc ils seront sur des segments de marché très particuliers, très pointus, où la notion de conseil est beaucoup plus recherchée que la notion de financement. Donc ils seront sur des opérations de structuration plutôt que de débloquer des fonds pour les clients. Donc ça va être un peu marginal par rapport à la taille du marché. Maintenant, pour les banques extrêmement digitales comme Revolut, etc., là aussi, si vous revenez au conseil de Banque Maghreb de septembre, le Walid Banque Maghreb avait dit qu'il songeait à une sorte d'agrément, mais qui ne soit pas un agrément bancaire, quelque chose qui ressemblerait à un agrément bancaire. On peut imaginer que, par exemple, il permettrait à ces banques d'opérer au Maroc à condition qu'elles sont en partenariat avec des banques locales. Et donc, elles vont apporter de l'expérience utilisateur, de belles applications mobiles pour faire le transfert, etc., pour faire quelques services, peut-être qui n'existent pas aujourd'hui chez les banques marocaines. Mais je ne pense pas que ça a vocation à prendre de la clientèle au Maroc. J'irais même plus loin, je dirais qu'aujourd'hui, le paysage marocain, avec toutes les dernières annonces, vous avez entendu parler les discussions en cours entre le groupe Allmarcom et la BNP pour reprendre BMCI, on est au contraire dans une logique de marocanisation du système bancaire avec les derniers acteurs étrangers qui sont en train de quitter pour garder un écosystème plus souverain, j'allais dire. Mais en tout cas, ces nouvelles entreprises étrangères qui s'installent, elles sont sur des segments très particuliers, très petits aujourd'hui, et donc ça ne va pas vraiment bouleverser le système actuellement, en tout cas sur les peut-être 5 à 10 prochaines années selon. Zoomons sur la bourse à présent, une année 2025 quand même qui a été porteuse, pour utiliser un peu le jargon boursier, ces introductions en bourse et un commentaire d'abord du point de vue purement macro. Est-ce que finalement aujourd'hui la bourse est en train de financer l'économie? Zakaria Ferrano. Financer l'économie, l'économie réelle. Financer l'économie, je commence par les chiffres. Donc on est à une capitalisation boursière, comme ça a été indiqué, à peu près, 2024, c'était à 700 milliards. Je pense qu'on va finir 2025 à plus que ça veut dire plus que les 800 milliards, comme ça a été cité. Et ça représente à peu près, je pense, ça va dépasser les 55% en termes de PIB. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le flottant. Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder uniquement la question de capitalisation ou le chiffre, mais à peu près à 27% de flottant. Ça veut dire l'ouverture des capitaux des entreprises ne se fait pas de façon, je dirais, plus importante. Ça veut dire qu'il y a tout un problème d'actionnariat et aussi d'ouverture du capital des entreprises. Avec une certaine hétérogénéité au sein du marché. Maintenant, dire que ça finance l'économie, je pense que ça finance, comme ça a été dit, les grandes entreprises ou les petites et moyennes entreprises qui sont sur le marché arrivent à se financer, que ce soit sur le marché boursier ou que ce soit aussi, marché boursier ou je dirais marché des actions et marché des obligations, pour être un peu en conformité avec la définition des marchés des capitaux, comme ça a été survolé quelque part. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'on est en train de vivre une modernisation du marché boursier. Ça, c'est très important. Ça veut dire l'introduction des instruments de couverture de risque. Ça, c'est un élément très important. Et aussi l'élargissement à ce type de produits dérivés. Donc ça va permettre un peu de donner cet élan par rapport à la liquidité du marché qui reste toujours un des points faibles, je dirais, du marché marocain. Nous avons un volume de transactions qui reste un peu, je dirais, très modéré pour un marché qui représente, je dirais, la deuxième place au niveau africain. Et donc, automatiquement, je pense qu'il faudra encore plus d'efforts et surtout un effort qui doit financer la petite et moyenne entreprise. Comme ça a été dit tout à l'heure par notre
amis, c'est que la grande entreprise ne trouve pas de difficultés. Peut-être même elle trouve des solutions qui sont alternatives, ça veut dire partir sur le marché des obligations ou même partir à l'international dans le marché des euro-obligations. Mais la petite et moyenne entreprise et surtout la très petite entreprise trouve des difficultés. Et là, permettez-moi, je vais taquiner un peu notre ami. Moi, lorsque j'ai dit tout à l'heure l'effet d'éviction, je ne parlais pas d'effet d'éviction par rapport à la conception macroéconomique, mais je parlais autrement. Ça veut dire aujourd'hui, si on prend une notion fondamentale qui est la notion du coût réel, ça veut dire effectivement, les intérêts aujourd'hui, les intérêts ne sont pas assez élevés, il n'y a pas une grande divergence entre le secteur privé et public, ça veut dire le trésor, mais si vous prenez le coût réel, ça veut dire aujourd'hui, si vous rentrez dans un OPCVM, je parle sous contrôle des praticiens, vous allez trouver normalement qu'en moyenne, entre les commissions de souscription et les commissions de rachat avec les frais de gestion, en moyenne, vous êtes à 7%. Ça veut dire investir dans un OPCVM, ça coûte cher. Et donc, aujourd'hui, abstraction faite de la culture macroéconomique, ou je dirais de l'analyse microéconomique des marchés qui définit l'effet d'éviction, je peux dire implicitement, je ne prends pas le terme de façon académique, mais je le prends de façon scientifique, il y a un effet d'éviction. Ça veut dire que les investisseurs qui ont la taille la plus importante, et je parle ici des banques et aussi les grands ou les OPCVM, ils trouvent plus d'avantages d'aller vers le marché monétaire, d'aller vers le marché des titres de créances négociables, parce que ça coûtera moins cher comparativement aux barrières à l'entrée, aux barrières à la sortie qu'on trouve sur le marché des capitaux, que ce soit le marché des actions ou même le marché des obligations. Et je rajoute à celui-là, pour qu'on soit vraiment en conformité, le marché des euro-obligations. Troisième élément fondamental, et permettez-moi de le dire parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est que les banques, ils ont besoin de ces OPCVM. Ça veut dire ce que j'ai dit tout à l'heure, le contrôle du système bancaire sur la financiarisation de l'économie est très important. Aujourd'hui, lorsque vous partez dans les opérations d'open market qui sont effectuées par la Banque centrale chaque semaine, ça veut dire chaque mercredi, les collatéraux qui sont donnés à la Banque centrale en contrepartie des 100 milliards qui sont effectués, ils sont donnés sous forme de quoi? C'est sous forme de titres. Et ça, c'est très important à le dire, c'est que nous avons rallongé en termes de politique monétaire ces instruments aux instruments d'OPCVM. Ça veut dire aujourd'hui, les OPCVM peuvent, et malheureusement, la plupart des OPCVM, et je parle sous contrôle de notre ami, ce sont des filiales des banques. Et donc moi, je pars encore dans la profondeur et je dis, si on veut vraiment développer le Maroc sur le plan financier, il faut partir dans une financiarisation. Pourquoi ne pas avoir une structure comme celle de l'Europe? Or, en Europe, vous allez trouver que le système bancaire, dans toute la financiarisation de l'Europe, il représente 55%. Et vous allez trouver que le marché représente 45%. Encore plus important, aux États-Unis, c'est 70% versus 30%. Au Maroc, nous avons toujours cette domination de la finance indirecte sur la finance directe. Et donc là, je pense que le débat, il va au-delà des efforts qui sont déployés. Attention, moi je dis, la bourse fait un effort colossal. Vous avez aussi le marché des obligations et des efforts qui sont colossaux. On est à 100 milliards de dirhams, c'est un chiffre qu'il faut saluer. En 2024, nous avons rajouté 23 milliards en termes d'émissions d'obligations et ça, c'est très positif. La Banque centrale également. Mais le débat, moi je le dis, il est encore plus profond. Quel modèle de financiarisation nous voulons avoir dans cette économie? Et moi, je pense que ce débat, il doit être fait entre l'ensemble des acteurs, que ce soit les régulateurs, ça veut dire la Banque centrale, l'AMMC, la CAPES, et aussi les représentants des autres parties prenantes, ça veut dire les OPCVM, Sud-Bourse, etc., etc. Et donc là, si on ouvre ce débat, on va essayer de trouver la solution qui sera la plus optimale. Mais aujourd'hui, je réponds finalement à votre question, les introductions qu'on voit en bourse maintenant, ça nous interpelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit ce qui est clair, c'est un paradoxal, si je peux le dire, c'est que le nombre de demandes de souscription, il dépasse parfois de 40 à 50 fois la demande qui est effectuée par l'émetteur. Attention, j'exagère environ 40 ou 50 fois. Mais ce qu'on trouve, c'est que les demandes sont énorme par rapport à ce qui est normalement émis sur le marché. Là, nous avons plusieurs exemples des dernières semaines qui sont passées. Oui, mais pourquoi du coup? Est-ce que c'est une preuve de confiance envers le marché ou c'est une preuve de la rareté finalement d'opportunités d'investissement ma première interprétation à chaud, c'est de l'euphorie financière. Ça veut dire que tout le monde aujourd'hui, il a compris que si vous faites une introduction, je parle ici plus des particuliers, parce que c'est ça la vague la plus importante, on a toujours cette décote. Vous savez, lorsqu'on fait une émission, et là les experts le connaissent, on a toujours une décote par rapport à la valeur fondamentale qui est calculée par rapport à la note d'émission, ce qu'on appelle la note d'introduction en bourse. Et donc cette décote entre 8%, parfois 6%, parfois 10%, vous avez les investisseurs et surtout les particuliers qui vont s'acharner pour pouvoir gagner en termes de rapidité ou de spéculation. Et c'est une euphorie financière qui est très connue un peu dans la planète de la finance. Et donc automatiquement, moi je pense qu'il ne faut pas regarder ces
des effets qui sont conjoncturels. Il faut partir un peu sur. Donc pour vous, c'est le des long événements terme. isolés. Toutes ces introductions en bourse cette année, Non, c'est des événements isolés. Non, c'est pas isolé. J'ai dit c'est des effets qui sont conjoncturels. Vous avez des grandes entreprises qui ont besoin de rentrer, mais attention, la rentrée en bourse ou l'introduction en bourse, c'est des actions qui sont stratégiques. Ça veut dire qu'il y a des objectifs qui sont stratégiques, que ce soit pour les entreprises pour chercher du financement, mais parfois aussi ça peut appartenir à ce qu'on appelle des signaux qui sont envoyés vers le marché, pas uniquement le marché marocain, mais aussi pour les marchés internationaux. Et ces entreprises aujourd'hui qui se sont intégrées, ce sont des entreprises qui ne visent pas uniquement le marché marocain, ils visent aussi le marché international. Donc vous avez plusieurs objectifs qui dépassent largement l'objectif d'avoir un financement parce que vous avez des mastodontes qui rentrent sur le marché. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que ces introductions sont très positives, mais il faut démocratiser cette financiarisation. Ça veut dire qu'il faut que aussi les petites et moyennes entreprises qui représentent la marge, la part la plus importante du marché, trouvent aussi leur place. Et Ils ont déjà un compartiment en bourse. Attention, oui, je sais qu'ils ont un compartiment, mais vous avez un nombre qui est très faible, je pense entre 40 et 50 entreprises. Mais ça, c'est dû à quoi? Est-ce que ce n'est pas dû aussi aux entreprises? Est-ce que ce n'est pas dû aussi, là je pose la question, à cette frilosité qu'ont les chefs d'entreprise, pas tous, à certains chefs d'entreprise marocains, notamment par rapport à la transparence aussi vis-à-vis de leur Mais aussi, il y a les barrières à l'entrée. Vous avez des... Voilà, vous Quelles pouvez sont ces barrières? Oui, il y a des lorsqu'on a des barrières à l'entrée ou à la sortie, on ne parle pas uniquement des aspects qui sont financiers en termes de coûts, en termes de financement, etc. On parle aussi des barrières juridiques. Là, vous voulez rentrer dans le compartiment des petites et moyennes entreprises, mais il y a des conditions à respecter. Nous savons, ces conditions, oui, on peut les respecter sur le plan juridique par rapport aux commissaires aux comptes, par rapport aux exercices qui sont publiés, etc. Mais nous connaissons bien notre marmite. Ça veut dire les entreprises, les petites et moyennes entreprises au Maroc, on sait très très bien ce qui se passe. Et donc automatiquement, c'est pas donné à toutes les, avec tout le respect que je dois aux PME, c'est pas toutes les PME qui vont respecter ces conditions, même si, je dirais, ces conditions sont des conditions qui sont faibles. Mais n'oublions pas, ça c'est très important, c'est que lorsque vous rentrez sur le marché boursier, vous êtes en train de faire un appel public à l'épargne. Et donc là, il faut avoir une transparence très élevée de la part des entreprises. Et chose qui peut devenir difficile pour quelques petites et moyennes entreprises. Adil Halimi, un commentaire notamment sur cette dernière IPO de la SGTM, sur souscription 34 fois, 171 000 souscripteurs. Vous avez parlé de démocratisation. Je vais vous interpeller sur cela. Est-ce que c'est une réelle démocratisation? Alors, si on regarde les chiffres bêtement, oui, clairement. Quand on regarde le nombre de comptes titres, c'est-à-dire le nombre de personnes qui investissent en bourse au Maroc, sur les 7 à 8 dernières années, on est passé de 100 000 comptes titres. Alors attention, il y a 100 000 comptes titres, mais 20 000 à peu près qui seraient actifs régulièrement sur le marché. Mais en tout cas, 100 000 personnes qui ont déjà ouvert des comptes titres pour acheter des actions, notamment dans ces opérations. Donc on est passé de 100 000 et cette année, probablement avec cette opération, on aura les chiffres définitifs de l'année dans 2-3 mois, on va être à peu près à 200 000 comptes titres sur à peu près 40 millions de Marocains. Donc vous avez une idée, vous pouvez calculer vous-même, est-ce que oui ou non il y a un engouement au nouveau, une démocratisation. En relatif, oui, on a quasiment doublé le nombre de personnes intéressées, mais voilà, on reste très en deçà des objectifs, très en deçà de pays similaires. Si vous regardez par exemple l'Égypte, l'engouement est beaucoup plus important. Si vous partez un peu dans l'Asie, dans des pays un peu similaires en termes de taille, etc., l'engouement est beaucoup plus important. Même en Tunisie, qui traverse des moments très difficiles, il y a 4-5 ans, juste avant la crise sanitaire, l'engouement pour la bourse était beaucoup plus visible, même si aujourd'hui on les dépasse, mais parce que la Tunisie passe par des moments économiques difficiles. Bref, on peut voir le verre à moitié plein en disant qu'on a doublé l'intérêt, mais on reste quand même inférieur à ce qu'on pourrait atteindre en termes d'économie. On peut vider beaucoup plus d'investisseurs, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans un cycle, on est en train de passer un palier en termes de croissance économique, on est en train de passer un palier en termes d'infrastructure, on a cette fameuse échéance de 2030 où beaucoup de choses vont arriver, et surtout, et j'insiste sur ça, on a une nouvelle génération d'entreprises qui arrivent en bourse, qui ne sont pas là pour faire un coup, c'est-à-dire pour dégager de la liquidité pour des actionnaires qui vont s'enrichir à court terme et laisser leurs entreprises cotées sur le marché. On a eu ça dans le passé. Aujourd'hui, on a des entreprises qui arrivent avec beaucoup d'ambition, qui veulent lever des fonds pour financer leur croissance au Maroc et comme ce qui a été dit tout à l'heure à l'international, notamment en Afrique.
Mais ces entreprises-là, au bout de 2 ans, 3 ans, vont revenir solliciter le marché pour des augmentations de capital, pour continuer à croître. Si vous prenez la période 2028-2025, on a eu à peu près 5 milliards de dirhams d'opérations nouvelles sur le marché, sans compter LGTM, donc à peu près 10 si on compte LGTM, et on a le chiffre équivalent, c'est-à-dire 10 milliards de dirhams d'augmentation de capital, 5 milliards de dirhams d'augmentation de capital, c'est-à-dire les entreprises qui reviennent solliciter les investisseurs pour avoir de nouvelles liquidités pour investir. Donc, démocratisation, oui, pas assez, et comme ce qui a été dit tout à l'heure, je rejoins parfaitement, les PME restent enfermées, ne veulent pas aller sur le marché, et souvent pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, les barrières à l'entrée sur les dernières réformes, elles ont énormément baissé. Il faut avoir 2 exercices certifiés par un expert comptable, mettre en place des comités, être capable de suivre ces indicateurs trimestriellement, et même semestriellement si l'entreprise est très petite. Et on rentre en bourse. C'est-à-dire que ces barrières-là, même en termes de coûts, aujourd'hui l'autorité de marché et la bourse de Casablanca subventionnent une partie des coûts pour que ce soit vraiment marginal. L'entreprise ne le ressent pas sur ses coûts. Vous n'avez aucune entreprise aujourd'hui qui vous dit je ne vais pas en bourse parce que ça coûte cher. Donc ça, cette barrière-là n'existe pas. En revanche, on a des barrières plutôt psychologiques liées à cette fameuse histoire de légitimité. Est-ce que je suis légitime ou pas? Ça, c'est une fausse raison, parce que du moment qu'on est en train de croître, les investisseurs ont de l'intérêt. Et deuxièmement, il y a toutes ces idées reçues un peu sur la transparence, etc. Et je vais conclure sur la transparence parce que c'est important. Ben oui. Vous avez une entreprise qui aujourd'hui fait beaucoup de cash, fait beaucoup de noir dans son travail. Eh bien, cette entreprise, si elle se cote en bourse, et fait que ce noir, ce cash apparaît dans ses comptes, elle va payer plus d'impôts, mais apparaît dans ses comptes, eh bien la bourse va mieux valoriser ces liquidités qui restent dans le bilan plutôt que les liquidités qui sont en dehors du bilan. En d'autres termes, c'est un jargon un peu financier mais réel. Un dirham de noir, en dehors de l'entreprise, il vaut 1 dirham de noir. Mais un dirham, ce même dirham, lorsque vous le convertissez, il devient visible sur votre bilan, eh bien, la bourse va le valoriser 10 fois, 15 fois, 17 fois sa valeur. Et donc, vous avez plus intérêt à être transparent et montrer que vous gagnez de l'argent plutôt qu'à le cacher. Et par rapport aux concurrents qui vont se dire, mais aujourd'hui, moi, je suis transparent, mes concurrents ne le sont pas, ils vont voir mon bilan, etc. L'histoire a montré, et on le voit dans plein de secteurs, dans la santé, dans le BTP, dans l'immobilier, dans le tourisme aujourd'hui, que les entreprises qui ont accès rapidement au marché des capitaux, même s'ils sont transparents et les concurrents ne le sont pas, eh bien, ils peuvent lever des fonds rapidement, croître. Mais parce que ce sont déjà des success stories, ce sont déjà des entreprises mûres. Oui, ce sont déjà des entreprises mûres et cette culture-là doit changer. On doit être capable aujourd'hui d'introduire des entreprises qui sont déficitaires, des entreprises qui sont en train de se construire. Ça, c'est un travail à faire de vulgarisation par rapport aux investisseurs, qu'ils acceptent aussi que en bourse, on commence à avoir des entreprises qui ne sont pas encore mûres, qui ne sont pas encore matures et qu'on accepte d'acheter en premier sur le marché primaire. Mais c'est des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Déjà là, aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui montrent leur intérêt, c'est bien. Beaucoup d'entreprises qui viennent pour financer leur croissance et pas uniquement pour dégager de la liquidité pour les actionnaires. Ça aussi, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut encore développer la culture, que les investisseurs aussi acceptent des entreprises, je dirais, de 2e division, de 3e division, en termes pas de performance financière, mais voilà, de qualité. Je suis une entreprise naissante, je suis en train de grandir, je joue pas encore dans la cour des grands en termes de communication, de force de frappe, etc. Je suis en train de me mettre en place et malgré cela, le marché l'accepte. Aux États-Unis, on le voit. Vous savez, de grandes entreprises comme Tesla sont restées déficitaires pendant des années et très bien valorisées en bourse. Donc, aujourd'hui au Maroc, on doit passer à ça. On va y arriver, étape par étape. Mais en tout cas, je pense qu'on est quand même dans quelque chose de positif, bien que les pistes d'amélioration restent très importantes, notamment sur le tissu des pays. Un commentaire, Zakaria Fieranou, avant qu'on clôture aussi. D'abord sur cet aspect d'introduction en bourse, d'investissement en bourse, avant qu'on finisse aussi avec un point très important, ce sont les flux des MRE, comment transformer ces flux de notre diaspora pour une économie productive, pour peut-être même créer des innovations en termes de bandes d'investissement.
Bon, je rejoins parfaitement ce qui a été dit par notre ami, mais moi je vais dire que pour pouvoir arriver à tout ce qui a été soulevé, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait des actions en termes d'inclusion financière. Maintenant, oui, nous parlons souvent de produits, nous parlons de financement, d'augmentation de capital, mais il ne faut pas oublier qu'on est en train de parler avec l'élite. Ça veut dire les gens qui connaissent un peu ces produits, qui connaissent les obligations subordonnées, les junk bonds. C'est des produits qui peuvent servir des entreprises qui ne sont pas très bien notées, ça veut dire sur le marché. Et donc, automatiquement, je pense qu'il y a un effort vraiment colossal qu'il faut mettre en relief, c'est que il faut obligatoirement qu'il y ait des formations d'inclusion financière. Certainement, je sais que la fondation aujourd'hui, la fondation d'inclusion financière marocaine, qui est présidée par M. Louali Sijouahri, elle fait un effort colossal, mais je pense qu'il faut avoir plus, il faut faire davantage en matière d'éducation financière, en matière de culture financière. Ça veut dire qu'il faut que ces produits arrivent à ces entreprises-là, et aussi, le plus important, et dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut affaiblir les barrières à l'entrée. Et ça, c'est très important. Pas uniquement dans le système bancaire. Bon, vous avez tout à l'heure parlé de cette question. Moi, je l'ai oublié un peu. Les entrants qui vont rentrer sur le marché, les banques, etc., Revolvit ou les innovations en matière digitale bancaire. Mais le problème, c'est qu'au Maroc, vous avez un marché qui est vraiment très bien sécurisé. Ça veut dire que les barrières à l'entrée sont énormes. Ça veut dire que ce soit le capital, que ce soit les agréments, etc., etc. Et c'est un casse-tête pour devenir banque au Maroc. Et si je rajoute à cela, ça veut dire si vous rentrez sur... Ça touche aussi à la fintech. C'est pour ça que, d'ailleurs, beaucoup d'acteurs de la fintech se plaignent un peu de ce cadre. Parce que ce cadre-là, c'est un cadre réglementaire qui est mis en place. Et j'ai dit, c'est un choix, attention, c'est un choix très politique. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de l'exemple américain Glass-Steagall, c'est pour pouvoir résoudre ce type de problème et ouvrir un peu le marché à une concurrence et aussi à une possibilité d'avoir un financement risqué dans l'économie marocaine. Maintenant, ce qui est encore plus important, si on prend par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des OPCVM, la gestion des actifs. Nous avons plus que 600 OPCVM au Maroc. Mais ils sont dominés par qui ? Vous avez 4 acteurs qui prennent plus de 45% du marché. Et je pense que ça peut être vérifié également par notre collègue. Et donc, automatiquement, le problème de concurrence ne se pose pas uniquement dans le système bancaire, il se pose aussi dans la sphère de la gestion des actifs, ça veut dire au niveau de ceux qui gèrent les fonds. Et donc, lorsqu'on est dans cette situation, écoute, on peut dire ça, dans la finance, vous avez ce qu'on appelle les faiseurs de marché. Et donc, réellement, nous avons 4 faiseurs de marché qui sont en train de faire le marché et de drainer tout l'investissement. Et donc, ça va au-delà de ce dont a soulevé notre collègue, c'est qu'il y a cette question de transparence, d'efficience de marché, etc. C'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, l'investisseur, ça veut dire l'entreprise qui va rentrer chercher des fonds, elle va trouver pas uniquement des problèmes par rapport aux barrières à l'entrée, pas uniquement des problèmes par rapport à la compréhension des produits, parce qu'on est en train de parler des petites et très petites entreprises qui n'ont pas ils ne sont pas vulgarisés par rapport à ces concepts-là, et l'effort d'éducation est très important. Mais troisièmement, ils vont trouver aussi un marché qui n'est pas totalement efficient. Ça veut dire qu'il faut suivre les règles du jeu pour pouvoir un peu être cette entreprise qui pourra gagner, avoir des signaux, une notation et continuer à se financer auprès du marché. Et donc, c'est pour ça que je reviens à l'idée fondamentale, c'est que si on veut vraiment que le marché financier ou que le marché des capitaux, même le marché monétaire, se développe de façon, correcte, ça veut dire qu'il finance l'économie comme on le veut, il faut vraiment qu'on ouvre le débat sur la financiarisation de notre économie marocaine. Maintenant, pour les MRE, moi je pense que les dernières statistiques qui ont été publiées montrent que les MRE s'intéressent beaucoup à l'investissement sur les marchés. C'est une rente mal mobilisée. Voilà. Oui, comment mieux la mobiliser ? Ils sont intéressés. Mais maintenant, l'offre qui est sur le marché, elle reste restreinte. Ça veut dire que vous n'avez pas assez d'entreprises, vous n'avez pas assez de structures productives dans lesquelles les MRE peuvent investir davantage. Maintenant, et la boucle est bouclée. Donc, on va revenir au point essentiel. Ce n'est pas un problème monétaire, c'est un problème structurel. Tout à fait. C'est clair, il faut le dire comme ça. Le problème monétaire, qu'est-ce que vous entendez par problème monétaire ? Non, parce qu'on a commencé par le monétaire. Voilà, on a commencé par le taux d'intérêt. Oui, voilà. Regardez, le taux d'intérêt, tout à l'heure, on a parlé. Donc, c'est ça, c'est la productivité de la... Est-ce que finalement, le Maroc ne finance-t-il pas son économie à travers l'investissement public ? Et c'est encore de circonstances et d'actualité. Ça a été relayé par plusieurs rapports qui ont mis le problème de financement parmi les 10 grands problèmes de l'économie marocaine. Et ça, c'est clair. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous l'avez dit vous-même, vous avez 40% de l'épargne publique qui est chez les OPCVM qui finance les banques du Trésor. Oui. Ça ne veut pas dire que ça ne finance pas l'investissement, mais on aurait pu financer le secteur des entreprises, les petites et moyennes entreprises. Et je rappelle ici dans ce plateau que le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, il y a 2 ou 3 ans, il a indiqué qu'il faut mobiliser 550 milliards de dirhams pour les petites et moyennes entreprises. Maintenant, ma question est fondamentale.
comment on a calculé 550 milliards? On est en train de parler d'épargne publique. Oui. Il faut qu'il soit libéré. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vraie libéralisation financière au Maroc. Dernier commentaire, Adil Hlimi, sur cette financiarisation de l'économie, pour clore ce débat. Alors oui, financiarisation de l'économie, c'est vrai que c'est un grand débat et c'est vrai que si on arrive à déboucher là où il y a des goulots d'étranglement, c'est vrai qu'on financerait encore plus. Moi, je pense que l'un des leviers, justement, on parlait tout à l'heure des MRE, de par nos métiers de journalistes, etc., on est confronté des fois à des commentaires avec les MRE et très souvent, c'est une sensation de frustration qu'on voit de leur part. C'est-à-dire que les gens qui veulent investir, ils veulent investir sur les marchés au Maroc, mais ils n'ont pas les instruments, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'information nécessaire, ils ne savent pas comment faire. Donc, les gens viennent 2-3 semaines. Comment transformer la diaspora en investissement ou en investisseur à long terme, Adil Hlimi? Alors, il y a eu une tentative de produit pendant l'année du Covid du ministre des Finances de l'époque, Mohamed Ben Chaboun, qui voulait lancer un grand emprunt national ouvert aux MRE, mais également aux Marocains, mais surtout aux MRE, pour leur permettre de prêter directement au Trésor à travers un produit qui soit cette fois-ci destiné aux investisseurs particuliers, notamment ceux de la diaspora. Le projet n'a pas vu le jour, probablement parce que l'État s'est rendu compte que cet emprunt était compliqué à mettre en place et que l'argent qui allait générer, il pouvait l'avoir différemment sur les marchés. Mais on peut ouvrir ce type de mécanisme, c'est-à-dire mettre directement en contact ces MRE avec le Trésor à travers des produits normés qui permettent aux investisseurs qui soient en Europe ou aux États-Unis d'acheter des produits, des sortes de bons, comme il en a existé au Maroc il y a 30 ans ou 40 ans, qui financent directement l'État et de manière désintermédiée, et les gens vont avoir un taux d'intérêt annuel sur ça. On peut également ouvrir le marché du capital investissement, du private equity aux particuliers, et ça va directement dans les poches d'entreprises, en mettant en place des fonds de private equity dans lesquels les particuliers marocains et étrangers peuvent acheter des tickets, donc placer leur argent. Et cet argent va directement aller financer des entreprises, souvent des startups, des PME, des entreprises qui n'ont rien à voir avec la bourse, et donc financer directement l'économie réelle. On a vu qu'en France, par exemple, ils ont lancé des produits similaires qui marchent extrêmement bien aujourd'hui avec des fonds d'investissement tournés vers les particuliers qui ont atteint des tailles très critiques. Donc, pour moi, ça, ce sont des pistes. Et réduire les commissions, oui, on en a parlé tout à l'heure, ça peut permettre un peu de mieux rentabiliser, mais on se retrouvera tout le temps avec cette structure au Maroc de 70% du financement qui vient des banques et 30% qui viennent de manière des intermédiaires. Merci. Contre l'inverse ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Adil Hlimi. Merci à vous également, professeur Firano. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.